Vous pensez tout savoir sur le T-34? On nous a dit que c'était la meilleure arme de la victoire. Mais les équipages surnommaient ces engins des cercueils collectifs pour 4. Pourquoi les réservoirs de carburant étaient-ils placés juste derrière le dos du conducteur, transformant le char en jerrycan d'essence? Pourquoi, pour simplement changer de vitesse, le pilote devait-il frapper le levier à coups de masse? Et quel bruit est le plus effrayant que celui d'une explosion? Le sifflement d'un obus ou les coups de poing d'un camarade qui brûle vif à l'intérieur d'une écoutille coincée? Dans cette vidéo, pas de vernis cinématographique, seulement des statistiques nues. Sur les appelés de l'année 1941, seuls 3 sur 100 sont rentrés chez eux. Nous suivrons le parcours depuis les boîtes aveugles du début de la guerre jusqu'à l'exécution des porteurs de Panzerfaust à Berlin. C'est le prix de la victoire, celui dont il est d'usage de se taire. Regardez jusqu'à la fin pour savoir pourquoi le commandant survivant enviait les morts. 22 juin 1941, 4 heures du matin. L'air à la frontière ne sent plus l'herbe et l'humidité de la rivière. Il sent le caoutchouc brûlé, le métal surchauffé et la peur animale qui suinte avec la sueur. Nous sommes habitués à voir ce moment au cinéma. Des profils héroïques, des ordres volontaires, des rangées nettes de chars partant en contre-attaque. Oubliez tout cela. La réalité, c'est le chaos multiplié par la cécité. Ce sont les cris d'hommes enfermés dans des boîtes en acier qui, hier encore, étaient considérés comme des merveilles technologiques et qui sont aujourd'hui devenus des pièges. Alexeï Kovalev est assis à la place du commandant dans un T-34 flambant neuf. La machine sent la peinture d'usine et la graisse. Au compteur, seulement 50 km. C'est l'arme la plus récente de l'armée rouge. Un blindage incliné épais, un puissant canon de calibre 76 mm. Sur le papier, un monstre invulnérable. En réalité, une cellule d'isolement sourde et aveugle pour 4 condamnés à mort. À l'intérieur de la tourelle, un vacarme a fait éclater les vaisseaux capillaires des yeux. Le diesel V2 rugit dans le dos si fort que ses propres pensées semblent être le chuchotement d'un étranger. Dans le casque, seulement le crépitement de l'électricité statique. Il n'y a pas de radio. En 1941, la radio est un luxe accessible uniquement aux commandants de compagnie et de bataillon. Les chars de ligne, comme celui de Kovalev, n'ont aucun lien avec le monde extérieur. « Où on va ? Où est-ce qu'on va, bordel ?» hurle le pilote Ignatiev. Sa voix part dans les aigus. Kovalev ne l'entend pas. Il lit sur ses lèvres reflétées dans l'épiscope. Il essaie de regarder dans le périscope, mais le verre bon marché en plexiglas est trouble, verdâtre, déformant le monde jusqu'à le rendre méconnaissable. À travers cet instrument, on ne voit qu'une étroite bande de terre devant les chenilles. À gauche, des explosions. À droite, de la fumée noire. Où sont les nôtres? Où sont les Allemands? Personne ne le sait. Kovalev pousse le pilote dans le dos avec son pied. C'est le seul moyen de commander. Une poussée sur l'épaule gauche, virage à gauche. Sur l'épaule droite, à droite. Un coup de pied dans la colonne vertébrale, stop. Ce n'est pas une guerre de haute technologie. C'est comme diriger un cheval, sauf qu'au lieu de rêne, on a une botte, et qu'au lieu d'un cheval, on a 30 tonnes d'acier. « Allez, avance, fonce !» hurle Kovalev, même s'il ne comprend pas lui-même pourquoi. Ignatiev s'agrippe au levier de direction. Sur les premiers modèles de T-34, la boîte de vitesse est une condamnation. Pour changer de vitesse, il faut une force de 30 voire 40 kg. Le pilote ne conduit pas simplement le char, il se bat avec lui. Après 1 heure d'une telle marche, les mains tremblent tellement qu'il est impossible de rouler une cigarette. Les jointures des doigts sont écorchées jusqu'au sang contre le fer. Ignatiev jure, pèse de tout son corps, tire le levier. Le grincement des engrenages
couvre même le fracas des explosions à l'extérieur. La vitesse ne passe pas. Le char a un soubresaut et cale. Silence. Un silence d'une seconde, strident, plus effrayant que la canonnade. Dans ce silence, on entend les balles claquer sur le blindage à l'extérieur. Clac, clac, clac. Comme si quelqu'un frappait à la porte pour inviter à une exécution. Démarre! Kovalev frappe du poing sur la culasse du canon. Le démarreur hurle. Le moteur crache une fumée noire, mais reste muet. Dans le compartiment de combat, il fait instantanément chaud. La ventilation ne suit pas. Les gaz de poudre des tirs voisins sont aspirés à l'intérieur. Il n'y a plus rien à respirer. La gorge brûle, les yeux pleurent. C'est une chambre à gaz que nous avons construite nous-mêmes pour nous. Dehors, quelqu'un agite un drapeau. Kovalev le voit du coin de l'œil par la fente d'observation. C'est le chef de section. Il s'est penché hors de la trappe de son engin pour donner le signal « Faites comme moi ». Drapeau rouge dans la main gauche, jaune dans la main droite. C'est la doctrine des années 30. À l'époque des moteurs et de l'artillerie à tir rapide, nous dirigeons le combat avec des chiffons colorés. Pour voir l'ordre, il faut regarder le commandant. Et si tu regardes le commandant, tu ne regardes pas l'ennemi. Mais l'ennemi, lui, te regarde toujours. Un claquement sec. Le chef de section, qui agitait les drapeaux, a soudain un soubresaut comme une poupée cassée et s'affaisse sur la tourelle. Un tireur d'élite. Ou un éclat perdu. Les drapeaux tombent dans la boue. Le commandement est perdu. La section de 3 chars se transforme en un troupeau d'éléphants aveugles errant dans des directions différentes. « Allemands ! À droite, repère 2, les buissons !» hurle le chargeur, collé à sa fente. Kovalev tourne le volant de rotation de la tourelle. Le mécanisme est dur, fonctionne par à-coups. Les dents se bloquent. Pour tourner le canon de 90 degrés, il faut tourner la manivelle jusqu'à en devenir bleu. Les secondes s'écoulent comme le sang d'une artère. Le temps qu'il ajuste la visée, le monde extérieur change 10 fois. Dans le viseur, une tache trouble. C'est un Panzer III allemand. Il semble petit, gris, onduleux. Il se déplace vite, de manière coordonnée, comme un prédateur. Ils ont la radio. Ils se parlent entre eux. Ils voient le champ de bataille à travers une optique Carl Zeiss de qualité. Ils forment un organisme unique. Et l'équipage de Kovalev, ce sont 4 sourds muets enfermés dans un tonneau de fer qui ne veut absolument pas tourner. « Perforant !» commande Alexei. Le chargeur, un jeune gars du nom de Petrov, laisse tomber l'obus sur le plancher. Le sol est glissant d'huile. L'obus pèse plus de 6 kg. Petrov le ramasse de ses mains tremblantes, l'enfourne dans la culasse. Le cliquetis de la culasse sonne comme un coup de feu sur la tempe. « Prêt !» Kovalev appuie sur la pédale de tir. Coup de feu. Le char tremble comme sous un coup de masse. À l'intérieur de la tourelle, une flamme jaillit, dévorant instantanément l'oxygène. Ce n'est pas un impact ennemi, c'est le recul de leur propre canon. La douille tombe avec fracas dans le récupérateur, remplissant l'espace exigu d'une fumée âcre. Les oreilles bourdonnent tellement qu'on a l'impression que les tympans ont éclaté. « Touché !» crie Petrov. Kovalev ne sait pas. La vue est masquée par un nuage de poussière et de fumée provenant de leurs propres tirs. Le ventilateur sur le toit de la tourelle bourdonne, mais il ne sert à rien. La fumée forme un mur. Ils sont définitivement aveugles. Et c'est à ce moment que la réponse arrive. Impact. Ce n'est pas un son, c'est une sensation physique quand le monde se renverse. Un choc d'une telle force que les dents s'entrechoquent et qu'un goût salé de sang apparaît dans la bouche. Le char fait un bond. Ignatiev, qui a enfin passé la vitesse, se cogne la tête contre l'épiscope. Le casque ne protège pas. Une bosse enfle instantanément sur son front. « On est touché !»
hurle le radiomitrailleur, qui était assis en bas et ne voyait absolument pas la lumière du jour. Kovalev se tâte. Les bras sont là, les jambes sont là. Le char bourdonne, vibre, mais le moteur tourne. « Ricochet !» râle Alexei. Le blindage a tenu. L'obus allemand de calibre 37 mm a frappé la plaque frontale, y a laissé une bosse, mais n'a pas percé. Le blindage incliné les a sauvés. Pour l'instant. La physique est de leur côté, mais la psychologie est déjà brisée. Ils sont vivants, mais ils ne comprennent rien. Ils roulent vers nulle part, tirent dans le vide et attendent le prochain coup. La guerre, pour eux, maintenant, ce n'est ni de la stratégie ni de la tactique. C'est une boîte étroite qui sent l'urine. Quelqu'un de l'équipage n'a pas pu se retenir de peur lors de l'impact. Le brûlé et l'huile bouillante. « Arrière ! Marche arrière !» commande Kovalev, comprenant que dans la fumée, ils exposent maintenant leurs flancs. Ignatiev pèse de nouveau sur les leviers. Il pleure. Ce grand gaillard, conducteur de tracteur au kolkhoz, sanglote d'impuissance et de tension, tirant sur le levier coincé. « Ça vient pas! Putain, ça vient pas !» Kovalev regarde ses mains. Elles tremblent. Un tremblement fin, désagréable, impossible à calmer. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est la réaction de l'organisme aux vibrations et à un niveau d'adrénaline au-delà des limites. Dans sa tête, il n'y a pas de pensée pour la patrie, pour Staline, pour le devoir. Il n'y a que le désir animal d'ouvrir l'écoutille et de sauter dans la fraîcheur du matin, s'enfuir de cette tombe de fer. Mais on ne peut pas ouvrir l'écoutille. Dehors, c'est la mort. Dedans, c'est un sursis. Le char a une secousse et commence à ramper en arrière, à l'aveugle, écrasant des buissons sous ses chenilles, et peut-être même sa propre infanterie. Qui peut faire la différence sous les patins? C'est le premier combat d'Alexei Kovalev. Il ne sait pas encore qu'il a devant lui 4 années d'un tel enfer. Il ne sait pas qu'il ne survivra aujourd'hui que parce que les Allemands ont pour l'instant des canons trop faibles. Il pense que le pire est déjà arrivé. Il se trompe. Le pire, ce n'est pas le fracas ni la cécité. Le pire commencera quand le blindage cessera de protéger et que le métal se mettra à se comporter comme un liquide. Mais pour l'instant, ils battent simplement en retraite, reculent en faisant rugir le moteur, laissant à la frontière les carcasses brûlantes de leurs camarades qui n'ont jamais réussi à passer la bonne vitesse. Juillet 1941. La poussière crisse sur les dents comme du verre pilé. Il fait une telle chaleur que le blindage chauffe jusqu'à 60 degrés. Si on s'y appuie main nue, on se brûle. À l'intérieur du char, la température dépasse les 40. Ce n'est plus simplement une machine, c'est un four dans lequel cuit lentement un équipage imprégné de sueur, de diesel et de peur. Nous avons l'habitude de penser que le char protège, que l'acier épais est une garantie de vie. Mais dans la physique de la perforation de blindage, il y a une nuance dont on ne parle pas dans les journaux. Cette nuance s'appelle l'écaillage de la surface interne du blindage. La colonne rampe sur un chemin de terre. Alexei Kovalev regarde dans l'épiscope inondé de sueur. Ses yeux brûlent de fatigue. Ils n'ont pas dormi depuis 3 jours. Ils reculent. Ils roulent simplement vers l'arrière, ripostant par le feu, laissant derrière eux villes et villages. Soudain, un sifflement déchire l'air. Impact. Ce son est impossible à confondre avec quoi que ce soit. Ce n'est pas le tonnerre, ni l'explosion d'une grenade. C'est le coup d'un marteau géant sur une cloche à l'intérieur de laquelle vous êtes assis. Un son qui fait vibrer chaque os du corps, et le cerveau se déconnecte une seconde, partant en redémarrage. « Perforé !» hurle Ignatiev en tirant sur les leviers. Kovalev secoue la tête, chassant la commotion. Pas de fumée, pas de lumière pénétrant de l'extérieur. Donc,
pas de trou. L'obus allemand de 37 mm a frappé le flanc, mais n'a pas vaincu les 45 mm d'acier incliné soviétique. L'obus s'est écrasé ou a ricoché. « Vivant !» expire Kovalev. « Le blindage tient !» Il se tourne vers le chargeur pour donner un ordre et les mots restent coincés dans sa gorge. Petrov, le jeune chargeur qui hier encore plaisantait sur les Fräulein allemandes, glisse le long de la paroi de la tourelle. Il ne crie pas. Il gémit doucement, se couvrant le visage de ses paumes. À travers ses doigts, un sang sombre jaillit par saccades épaisses. « Qu'est-ce qu'il a ? Il n'y a pas de trou pourtant !» crie le radio d'en bas. Et il n'y a pas besoin de trou. L'énergie cinétique de l'impact de l'obus était si monstrueuse qu'elle a traversé l'acier comme une onde. La couche extérieure a tenu, mais la couche intérieure du blindage n'a pas supporté la tension et a éclaté. De la paroi interne du char, juste en face du point d'impact, un morceau de métal de la taille d'une assiette s'est détaché. Il s'est fragmenté en des dizaines de petits éclats tranchants comme des rasoirs, des éléments vulnérants secondaires. C'est là toute la perfidie du blindage. Le char est intact. De l'extérieur, juste une bosse. À l'intérieur, de la chair hachée. Petrov a été lacéré par les éclats. De petits morceaux de son propre blindage se sont plantés dans son visage, son cou, ses épaules. Sa propre protection est devenue de la mitraille. « Pensez-le !» commande Kovalev, bien qu'il comprenne que les bandages ne serviront à rien ici. Ignatiev appuie sur l'accélérateur, essayant de sortir l'engin de la zone de tir. Le char rugit, a des soubresauts. Et là, se produit ce qu'il craignait plus que les canons allemands. Craquement. Un bruit métallique, grinçant, quelque part en bas, sous le châssis. Le char pique du nez et s'arrête net. Le moteur hurle poussivement, mais les chenilles sont mortes. « La boîte !» hurle le pilote. « Ou l'embrayage principal ! Il a lâché, putain !» C'est la malédiction de l'année 41. La qualité de l'assemblage. Des pièces fabriquées à la hâte. Du métal qui n'a pas été trempé. La transmission du T-34 n'est tout simplement pas conçue pour de telles charges et de tels à-coups. Les engrenages ont été cisaillés. Le char de 30 tonnes s'est transformé en un tas de ferraille immobile au milieu d'un champ. Autour, les obus sifflent. Les Allemands ajustent leurs tirs. Deuxième impact. De nouveau le gong. De nouveau le bourdonnement dans les oreilles. « Dehors !» commande Kovalev. Sortir d'un char sous le feu est une loterie à part entière. Il faut ouvrir la lourde trappe, sortir la tête sous les balles, hisser le camarade blessé. Petrov est presque inconscient à cause du choc traumatique. Kovalev et le radio le saisissent par sa combinaison, le tirent vers le haut. L'intérieur de la tourelle est glissant de sang. Les bottes dérapent sur les douilles. Ils tombent dans les hautes herbes, dans la boue. La terre semble être un édredon moelleux après le métal dur. Il traîne Petrov dans un cratère. Ignatiev tombe à côté, respirant comme un cheval fourbu. « Commandant, le char !» chuchote le pilote. « Le char est entier. Le canon fonctionne. Les râteliers sont pleins d'obus. » Kovalev regarde sa machine et se dresse majestueuse et menaçante. Ni fumée, ni feu. Juste une bosse sur le flanc et une transmission cassée à l'intérieur. C'est une arme toute neuve, une arme secrète. L'instruction stipule « ne pas laisser à l'ennemi ». Si les Allemands le capturent, ils étudieront le blindage. Ils trouveront les points faibles. Ils le répareront peut-être même et tourneront le canon contre les leurs. Il faut le brûler. La voix de Kovalev sonne sourde, comme venue d'une cave. C'est dommage, Alexei. Ignatiev a les larmes aux yeux. Il est neuf, on vient juste de le recevoir. Dommage, ce n'est pas le mot. C'est comme tuer son chien qui s'est cassé la patte. Le char était leur maison, leur forteresse. Maintenant, il doit devenir un bûcher.
Pas le temps de réparer. Les Allemands sont déjà visibles à l'horizon. Des figurines grises d'infanterie marchant en chaîne. Rien pour remorquer. Les autres chars brûlent ou sont déjà partis. Kovalev sort une grenade. Une grenade à main ordinaire F1. Il grimpe de nouveau sur le blindage. Chaque mouvement coûte un effort. Le corps proteste, exige de rester couché dans la terre et de ne pas se montrer. Il se glisse dans l'écoutille. À l'intérieur, ça sent le sang de Petrov. Cette odeur, métallique, douceâtre, restera à jamais gravée dans sa mémoire. Alexei ouvre le compartiment de transmission. Il y fait chaud. Ça sent l'huile brûlante. Il arrache une durite de carburant. Le gasoil commence à couler sur le métal brûlant du moteur, à chuintant, émettant une fumée blanche et âcre. Mais ce n'est pas suffisant. Le diesel s'enflamme mal, contrairement à l'essence. Il dégoupille la grenade. Les goupilles se redressent à contre-cœur. Les doigts n'obéissent pas. « Pardonne-moi, mon frère », chuchote-t-il au fer. Il jette la grenade dans le compartiment de combat, directement sur le râtelier d'obus, et saute dehors en plongeon. Chute dans la boue. Seconde de silence. 3, 4. L'explosion à l'intérieur de l'espace clos sonne sourde, viscérale. Les écoutilles sautent. De toutes les fentes s'échappe une fumée noire et grasse. Et puis les munitions commencent à exploser. Boum, boum, baboum. Ce sont les obus explosifs de 76 mm qui détonnent. À l'intérieur du char, l'enfer commence. Une colonne de flammes de 5 mètres jaillit de l'écoutille. Ce n'est plus une machine, c'est une torche. Kovalev est couché dans le cratère et regarde son char brûler. La peinture fondre. L'acier, qui devait être éternel, changeait de couleur sous l'effet de la température. Dans ce feu, ce n'est pas seulement de la ferraille qui brûle, ce sont les illusions. L'illusion que la technique est toute puissante. L'illusion que la guerre consiste à savoir qui tirera le mieux sur l'autre. Non, la guerre, c'est quand tu détruis de tes propres mains ce qui devait te sauver, parce qu'un seul engrenage a cassé. « On s'en va, dit-il. Il relève Petrov. Il gémit. Son visage est un masque de sang et de suie. Il marche vers l'est, à pied, sale, sourd, vaincu non par l'ennemi, mais par les circonstances. Derrière eux finit de brûler un char qui n'a pas tiré un seul coup efficace, mais qui a mutilé son chargeur et a été tué par son propre commandant. C'est le prix de l'apprentissage. Le prix terrible de l'année 41. Il reste encore 4 ans. Et Kovalev comprend. Le prochain char sera différent. Mais la peur que le blindage te trahisse de l'intérieur restera pour toujours. Le tintement de l'impact sur la coque hantera désormais ces nuits. Le son qui signifie que tu es encore vivant, mais peut-être déjà tué par les éclats de ta propre protection. Décembre 1941, environ de Moscou. La température extérieure est descendue à moins 30 degrés. Si en été le char était un four, il s'est maintenant transformé en chambre froide. Le métal gèle complètement. Toucher le blindage à main nue signifie une brûlure par le froid instantané. La peau reste collée sur l'acier. L'équipage d'Alexei Kovalev a reçu une nouvelle machine. Ce n'est plus ce char soigné et assemblé à Kharkov qu'ils avaient en juin. Celui-ci est un enfant de l'évacuation. On l'a soudé dans l'Oural, dans des ateliers sans toit, où les machines-outils étaient posées directement dans les congères et où les soudeurs étaient des femmes et des adolescents s'évanouissant de faim. La qualité est un mot oublié ici. Les soudures sont grossières, bosselées comme des cicatrices. Les plaques de blindage sont mal ajustées. Dans les jointures entre les plaques de la tourelle et de la coque, des fentes sont béantes. À travers ces fentes,
Un vent glacial souffle à l'intérieur du compartiment de combat et de la poussière de neige pénètre. Le char est percé. Ce n'est pas une figure de style. Tu es assis à l'intérieur et tu vois un ray de lumière là où il devrait y avoir une protection monolithique. Mais cette machine grossière, taillée à la hâte, a un avantage qui compense toute la misère de l'assemblage. C'est son cœur, le diesel V2. De l'autre côté du front, chez les Allemands, c'est le silence. Leurs fameux Maybach à essence ont gelé. L'huile dans leur moteur s'est transformée en cirage. Pour démarrer un char, les Allemands allument des feux sous le châssis, risquant de brûler la machine. Alors que le diesel soviétique, fruste et peu exigeant, s'anime à l'air comprimé. « Air !» râle Kovalev. « Pchit !» Le sifflement du démarrage pneumatique. Les 12 cylindres tournent avec un gémissement laborieux, crachant des tuyaux d'échappement, des nuages d'une fumée bleuâtre et puante. Le moteur rugit. La vibration réchauffe. C'est la seule chaleur qu'ils ont. Il n'y a pas de chauffage prévu dans les chars. L'équipage porte tout ce qu'il a trouvé. Veste ouatée, pelisse, bottes en feutre. Ils ressemblent à des choux maladroits, coincés dans une boîte de conserve. Ils partent à l'attaque près de Mojaïsk. Le champ est blanc, pur, mortellement beau. Sur la neige, les cratères et les cadavres font des taches noires. À l'intérieur de la tourelle, l'étroitesse est telle que la claustrophobie gagne même ceux qui n'en souffraient pas. La tourelle du T-34 précoce, modèle 41, a la forme d'un friand. Elle est étroite, aplatie sur les côtés. Il n'y a que 2 hommes dedans, le commandant et le chargeur. Kovalev est à la fois commandant et tireur. C'est une idiotie de conception qui coûte des milliers de vies. Au lieu de commander le char, de surveiller le champ de bataille et de coordonner les actions avec les voisins, le commandant est obligé de coller son œil au viseur et de tourner les volants de pointage. Il ne voit qu'un secteur de tir étroit. Ce qui se passe à gauche, à droite, derrière, il ne le sait pas. Il est aveugle. « Explosif !» hurle Alexei. Sa voix se noie dans le rugissement du moteur et le cliquetis des chenilles. Le chargeur, un nouveau gars, un Sibérien nommé Semenov, le pousse du coude. Dans l'étroitesse du friand, il se frotte le dos, les épaules, les coudes. Chaque mouvement est une lutte avec l'espace. Pour sortir un obus du râtelier au sol, Semenov doit se contorsionner en forme de Z, risquant de recevoir le recul de la culasse dans le flanc. La culasse du canon recule d'un demi-mètre au moment du tir. Si on traîne, elle brise les côtes ou arrache un bras. Tire. La douille tombe avec un tintement sous les pieds. La fumée de poudre pique les yeux. Le ventilateur sur le toit ne suit pas, et de toute façon, il fait plus de bruit qu'il n'aspire. Impact. Le char pressaille. L'obus a éclaté directement sur le blindage, près de la couronne de la tourelle. Le blindage n'est pas percé, mais l'onde de choc et les éclats ont trouvé ce point faible précis, la fente d'une soudure défectueuse. À travers la brèche microscopique entre la tourelle et la coque, de fines éclaboussures de métal en fusion et des fragments de l'enveloppe de l'obus volent à l'intérieur. Semenov ne crie pas. Il émet juste une sorte de grognement étrange et s'affaisse vers le bas, sur les caisses d'obus. Kovalev se retourne. Dans la pénombre du compartiment de combat, éclairé seulement par une ampoule faible, il voit le visage du chargeur. La moitié gauche du visage n'existe plus. Un éclat, entré par le trou du défaut d'usine, a agi comme une guillotine. Le sang jaillit en fontaine. Il inonde la culasse du canon, les mécanismes, les genoux de Kovalev. Le liquide chaud et épais commence instantanément à refroidir sur le métal glacial, se transformant en croûte brune. Le char continue de rouler. Le pilote en bas ne voit rien et ne sait rien. Il appuie sur l'accélérateur, exécutant l'ordre
en avant. Alexei reste seul dans la tourelle. À côté, un cadavre. Semenov, qui 1 minute plus tôt passait les obus, est maintenant un sac d'os qui gêne pour se tourner. Son corps glisse sous la culasse. Si on tire maintenant, le recul lui écrasera ce qu'il reste de sa tête. Kovalev doit prendre une décision en 1 seconde. S'arrêter? Impossible. Un char à l'arrêt est une cible immédiate. Sortir le corps? Où? Il n'y a qu'une écoutille, et elle est en haut. En bas, vers le radiomitrailleur, il n'y a pas de place. Alexei saisit le corps par le col de la veste ouatée. Le cadavre lourd et mou pèse près de 100 kg. Kovalev grogne sous l'effort, les muscles de son dos craquent. Il traîne Semenov sur le côté, le plaquant avec son pied contre la paroi de la tourelle pour qu'il ne ballotte pas. Sa botte glisse sur le sang. Maintenant, il est seul pour 2. Kovalev plonge vers le bas, attrape un obus. 6 kg d'acier et d'explosifs. Ses mains sont en sang, l'obus glisse. Il le rattrape, le serrant contre sa poitrine, tachant sa veste de graisse d'armes et du sang d'autrui. Il l'enfonce dans le canon. La culasse claque en se fermant. Il saute de nouveau vers le viseur. L'épiscope est éclaboussé de rouge. Kovalev essuie le verre avec sa manche. Le sang s'étale, gèle en une pellicule. Le monde dans le viseur devient pourpre. Devant, des éclairs de tir. Un canon anti-char allemand. Un PaK 40. Il le voit. Il les voit. « Écrase-les, Ignatiev! Écrase-les » hurle-t-il dans l'interphone, oubliant que le tireur doit se taire et viser. Ses mains tremblent. Pas de peur, de froid et de surmenage physique. Il tourne le volant de pointage vertical. Le réticule du viseur rampe lentement, comme dans un rêve. L'équipe allemande s'active autour du canon. Il charge déjà. Qui sera le plus rapide? Kovalev appuie sur la pédale de tir. Son pied glisse sur la pédale ensanglantée. Il frappe encore une fois du pied, de toutes ses forces. Tire. L'obus explosif éclate juste sous les roues du canon allemand. La pièce est projetée en l'air. L'équipe est balayée par l'onde de choc. Un nuage noir sur la neige blanche. « Fait !» se crie Alexei à lui-même. Mais il n'y a pas de joie. Il n'y a qu'une odeur nauséabonde. Un mélange de fumée de poudre, de gasoil imbrûlé et de sang frais. Cette odeur dans l'air glacial est particulièrement piquante. Elle pénètre dans les poumons, s'imprègne dans les vêtements, dans la peau. Le char vole en avant à travers le champ enneigé, sautant sur les bosses. Le mort Semenov se cogne la tête contre le râtelier au rythme des mouvements de la machine. Kovalev replonge chercher un obus. Il a 20 ans. Il est commandant, tireur, chargeur et fossoyeur en une seule personne. Il est assis dans une boîte en fer fabriquée avec des trous et fait la guerre contre la meilleure armée du monde. Le gel transperce jusqu'aux os, mais la sueur coule à flot dans son dos. C'est la sueur d'une tension extrême. Le char n'est pas une forteresse. Un char sous Moscou en hiver 41, c'est une crypte glacée dans laquelle tu dois travailler comme un damné pour ne pas y rester pour toujours. « Droite, 30 !» commande-t-il au pilote, remarquant une nouvelle cible. Ignatiev tire le levier. Le char vire brusquement, raclant la neige avec sa chenille. Le corps de Semenov tombe par inertie sur Kovalev, le plaquant contre le canon. Alexei repousse brutalement le camarade mort. Ce n'est pas le moment pour le respect. Pour l'instant, les morts sont du lest. La guerre perd ici son visage humain. Il ne reste que la mécanique. Charger, viser, tirer, répéter. Et essayer de ne pas mourir de froid avant d'être touché par un obus. Le soir, quand le combat s'apaisera,
Ils devront extraire le corps gelé de la tourelle avec des baramines, car le sang par grand froid tient plus fort que le ciment. Mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, Kovalev regarde dans le viseur pourpre et cherche la prochaine cible, essayant de ne pas remarquer le regard vitreux de Semenov fixé sur lui depuis l'obscurité du coin. Mai 1942, poche de Kharkov. La steppe tremble de chaleur et de fracas. Ce n'est plus une retraite organisée comme en 41, c'est une débandade. Des milliers d'hommes, des centaines de véhicules, des chariots, des canons. Tout s'est mélangé en une bouillie poussiéreuse et sanglante qui roule vers l'est, vers le Don. Alexei Kovalev conduit son T-34 à travers un champ de tournesols. Les tournesols sont hauts, vifs, indifférents à la mort. Il frappe contre le blindage, se coince dans les chenilles. À l'intérieur du char règne une puanteur insupportable. C'est l'odeur des corps sales, de l'huile brûlante et de la peur, qui a fermenté en une apathie sourde. Char modèle 1942, simplifié, grossier. Mais son problème principal n'est pas la qualité des soudures. Le problème principal est dans l'agencement. Les concepteurs, cherchant à augmenter l'autonomie, ont placé les réservoirs de carburant directement dans le compartiment de combat. Des boîtes verticales en acier, remplies de gasoil, sont placées sur les flancs, juste derrière le dos du mécanicien conducteur et du radiomitrailleur. L'équipage est assis à l'intérieur d'un bidon de carburant. À gauche, 130 litres de mort. À droite, 130 autres. Le blindage latéral à cet endroit ne fait que 40 mm. Pour un canon allemand à long tube de calibre 75 mm, c'est du papier. « Poussière à gauche! Char !» crie le nouveau tireur dans le laryngophone. Kovalev tourne la tête. Par l'épiscope latéral, il voit des silhouettes grises surgir du ravin. Des Panzer IV allemands. Ils vont à l'interception, essayant de couper la route vers le point de passage. « Virage à gauche! Cours !» commande Alexei. Mais le char est une machine à inertie. Le temps que le pilote appuie sur le levier, que l'embrayage saisisse le disque, des secondes passent. Le flanc de la machine se retrouve exposé au coup à angle droit. La projection la plus vulnérable. L'endroit le plus terrible. Éclair à l'horizon. Le son du tir n'est pas encore arrivé, que l'obus est déjà là. Impact. Cette fois, le son est différent. Pas tintant comme un ricochet, ni sourd comme un explosif. C'est le bruit du métal déchiré. Un grincement qui se transforme en un bruit de succion. L'obus perfore le blindage latéral de 40 mm comme du carton. Mais il ne fait pas qu'entrer à l'intérieur. Il frappe pile dans le réservoir de carburant. Le choc hydrodynamique déchire le réservoir en lambeaux. Une centaine de litres de gasoil se déversent instantanément à l'intérieur du compartiment de combat. Le carburant diesel est difficile à enflammer avec une allumette, mais quand un morceau d'acier incandescent y pénètre à la vitesse de 800 mètres par seconde, la physique de la catastrophe se produit. Le gasoil est pulvérisé en une fine suspension, en brouillard. Un instant de silence. L'équipage est aspergé de carburant de la tête aux pieds. Les yeux, les bouches, les vêtements, tout est couvert d'un liquide gras et puant. Et puis, une étincelle. Peut-être du câblage, peut-être de l'obus incandescent lui-même. Déflagration. Ce n'est pas l'explosion des munitions, c'est l'explosion volumétrique du mélange carburant. L'air à l'intérieur du char chauffe instantanément à 1000 degrés. L'oxygène brûle en une fraction de seconde. Ah! Le cri de 4 hommes se fond en un seul. La flamme ici n'est pas rouge, elle est blanche, aveuglante. Elle est partout. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Tu es à l'intérieur du brasier. Kovalev sent sa combinaison imbibée d'huile s'enflammer sur lui. Les cheveux disparaissent avec un crépitement.
Sourcils, cils, tout brûle instantanément. La peau du visage se tend et éclate. « Les écoutilles! Dehors !» Il n'entend pas sa voix. Son larynx est brûlé par l'air incandescent. L'instinct agit plus vite que la raison. Le corps cherche la sortie tout seul. Kovalev pousse la lourde trappe de la tourelle. Elle est brûlante. Les paumes collent au métal. Mais il n'y a pas de douleur. Les terminaisons nerveuses sont choquées. Il tombe dehors, sur le blindage, enveloppé de flammes. Il tombe dans la poussière, dans les tournesols, commence à rouler sur le sol, éteignant le feu. La terre est froide, salvatrice. Il étouffe, tousse de la suie noire. À côté tombe le pilote. Il ressemble à une torche vivante. Il tourne comme une toupie, hurlant d'une voix inhumaine. Kovalev se jette sur lui, jette de la terre sur lui, tape avec ses mains sur la ouate en feu. Le feu siffle et s'éteint, laissant de la chair fumante. Ils sont allongés, happant l'air. Au-dessus d'eux, la flamme gronde. Le char s'est transformé en fourneau. De l'écoutille ouverte de la tourelle jaillit une colonne de feu de 3 mètres de haut. Le tirage est tel qu'on entend un grondement, comme dans une soufflerie. Et là, ils entendent un cri. Le cri vient de l'intérieur. C'est le radiomitrailleur. Son écoutille sur la plaque frontale est coincée. Ou bien, il a été blessé par les éclats lors de la perforation. Ou bien, il a simplement perdu connaissance sous le choc, et maintenant il s'est réveillé en enfer. « Les gars, à l'aide! Les gars !» La voix est claire, pleine d'horreur et de douleur. Il ne demande pas, il supplie. Il frappe des poings de l'intérieur contre le blindage. Des coups sourds et fréquents. Toc, toc, toc. Kovalev bondit. Il se rue vers le char. La chaleur est telle qu'elle brûle le visage même à une distance de 5 mètres. Impossible d'approcher. Le gasoil gicle du trou dans le flanc, inondant les chenilles, et brûle, créant un mur-le-feu autour de la machine. « La trappe! Ouvre la trappe !» hurle Alexei, essayant de se protéger avec sa manche. Mais on ne peut pas approcher. La physique est implacable. La température de combustion du diesel dans un volume clos fait fondre les pièces en duralumin du moteur. Quiconque entrera dans ce cercle de chaleur brûlera vif avant même de toucher le blindage. Les cris à l'intérieur changent. Ce ne sont plus des mots. C'est un hurlement long et aigu d'un être qu'on mange vivant. Kovalev reste là et regarde. Il voit la fumée noire sortant de la mitrailleuse de caisse. Il sait que là, derrière le blindage, son camarade, avec qui il partageait un quignon de pain le matin, se transforme en charbon. Les coups contre le blindage s'espacent. Toc, toc, toc. Puis le silence. Seulement le grondement des flammes et le craquement du métal qui éclate. Alexei tombe à genoux. Il tremble. La nausée lui monte à la gorge. Il regarde ses mains. La peau est rouge, couverte de cloques, noire de suie. Mais il est vivant. Et le radio, non. Les réservoirs dans le compartiment de combat, c'est une condamnation. C'est une erreur de conception, payée par une mort qu'on ne souhaiterait pas à son ennemi. Les tankistes appellent ces machines des briquets, ou des tombes communes pour 4. Aujourd'hui, la tombe n'en a pris qu'un. Mais les 3 autres emporteront pour toujours ce son avec eux. Le son des poings frappant contre l'écoutille verrouillée de l'intérieur d'un char en feu. « On part, commandant !» râle le pilote. Il a la moitié du visage brûlé, les paupières enflées, au point qu'on voit à peine ses yeux. Les Allemands arrivent. Il se lève. Le char continue de brûler. Maintenant, les munitions vont commencer à exploser. Il s'éloigne à travers les tournesols. Le vent porte une odeur. Ce n'est pas l'odeur d'un feu de bois.
C'est une odeur douceâtre, écœurante, grasse de chair brûlée. Elle bouche les narines, se dépose sur la langue. On ne peut pas la cracher. Kovalev ne se retourne pas. Il sait ce qu'il verra. Une colonne de fumée noire montant dans le ciel d'été. Un monument aux radios inconnus, brûlé au travail. Ce jour-là, Alexei Kovalev a compris une vérité simple. Dans un char, la mort la plus terrible n'est pas celle par éclat. La mort la plus terrible, c'est quand tu es vivant, mais que tu ne peux pas sortir. Quand l'acier qui devait te protéger devient les murs de ton enfer personnel. Et tu ne peux rien faire. Seulement écouter ton ami crier et attendre que l'obus explose pour mettre fin à ses tourments. Octobre 1942, Stalingrad. Ici, pas d'horizon. Ici, pas de ligne de front. Le monde entier s'est réduit à la taille d'un atelier détruit, d'une cage d'escalier, d'un tas de briques qui était autrefois une maison. L'air dans la ville n'est pas le même que dans la steppe. Il est dense, rouge de poussière de briques. Elle flotte en suspension, bouche les poumons, crisse sur les dents, transforme les larmes en coulées sales. Le char, créé pour les espaces opérationnels, pour les élans à travers champs, se transforme ici en une bête maladroite et aveugle, acculée dans un labyrinthe de béton. Alexei Kovalev conduit sa machine à travers les ruines de l'usine Octobre Rouge. Vitesse 0. Il rampe en première. Les chenilles grincent sur les fers à béton et les gravats. Le char grogne, surchauffe, crache de la suie, mais bouge à peine. La distance de combat à Stalingrad est de 15 mètres, parfois 5. Ce n'est plus un duel d'artillerie. C'est une bagarre au couteau dans une cabine téléphonique. « Plus haut! Vise plus haut !» hurle Kovalev, s'éraillant la voix. Il tourne le volant de pointage vertical, mais le canon bute sur la butée. Le tube est levé au maximum, mais ce n'est pas assez. Les Allemands sont au 3e étage d'un bâtiment semi-détruit. Ils regardent le char de haut en bas comme un insecte dans un bocal. Pour eux, le toit de la tourelle et le toit du compartiment moteur sont comme sur la paume de la main. Là, le blindage est fin, seulement 15 ou 20 mm. Il est percé par une mitrailleuse lourde, sans parler des grenades. Le char, redoutable en attaque frontale, est ici impuissant. Il ne peut pas lever la tête. D'en haut, vole un faisceau de grenades. Kovalev le voit dans l'épiscope. Le long manche en bois d'un presse-purée allemand auquel sont attachées 5 autres têtes. Il tombe en tournoyant et frappe le blindage du compartiment de transmission avec un bruit sourd. « Gaz! Grenade sur la transmission !» L'explosion se produit à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on a l'impression d'avoir reçu un coup de masse sur la nuque. Les éclats hachent les grilles des prises d'air. Les radiateurs sont percés. L'antigel brûlant et l'huile commencent à gicler sur le moteur incandescent. Une fumée blanche et âcre est aspirée dans le compartiment de combat. À l'intérieur, la panique commence. Le nouveau chargeur, un gamin de 19 ans nommé Ryabov, envoyé il y a 2 jours d'une compagnie de marche, tombe en état de stupeur. Il est assis sur les caisses de munitions, se tenant la tête à 2 mains, et se balance, les yeux vitreux, la bouche ouverte dans un cri muet. Il fait une crise d'hystérie. « Ils sont partout, ils sont au-dessus, on va brûler, laissez-moi sortir !» Ryabov essaie de se lever, grimpe vers l'écoutille. En combat urbain, ouvrir l'écoutille, c'est la mort. Les tireurs d'élite travaillent au reflet des yeux dans la fente d'observation. Quiconque sort la tête reçoit une balle dans le front 1 seconde plus tard. Kovalev se retourne. Dans la tourelle étroite, il est difficile de prendre de l'élan. Il frappe le chargeur du revers de la main, durement, à la volée. Le coup atteint les dents. La tête de Ryabov part sur le côté,
heurte la culasse. « Ah si, putain !» grogne Alexei. « Charge !» La douleur et le goût du sang ramènent le garçon à la raison. Le regard se focalise. La peur n'a pas disparu, mais maintenant, ce n'est plus une terreur paralysante, c'est la peur de travail d'un esclave aux galères. Il saisit un obus, l'enfourne dans le canon de ses mains tremblantes. Explosif prêt! Kovalev ne voit pas la cible. La poussière de l'explosion a masqué la vue. Il tire à l'intuition, dans la brèche du mur d'où, lui semble-t-il, on a lancé la grenade. Un tir à bout portant sur de la maçonnerie est une catastrophe. L'onde de choc ricoche sur les murs et frappe en retour le char. La machine tangue. Un nuage de poussière rouge les recouvre entièrement. Maintenant, ils sont absolument aveugles. « Arrière! Marche arrière !» commande Kovalev au pilote. Le pilote ici est le condamné numéro 1. Les statistiques à Stalingrad sont cruelles comme un verdict de tribunal. Les mécaniciens conducteurs et les chargeurs vivent en moyenne 2 ou 3 attaques. Si dans la tourelle le commandant a au moins une petite visibilité, le pilote regarde le monde par une fente étroite dans le front de la coque. En ville, cette fente est bouchée par la boue en 1 minute. Il conduit au toucher, s'orientant uniquement au coup de pied du commandant dans le dos. Le char recule, brisant de sa poupe les restes d'une clôture en briques. Le grincement du métal contre la pierre est tel qu'il crispe les mâchoires. Soudain, un coup sourd sur le toit de la tourelle. Tap, tap. Quelqu'un marche sur le char. L'horreur parcourt le dos comme une vague glacée. Ce n'est pas un obus. C'est l'infanterie allemande. Ils ont sauté du 2e étage directement sur le blindage. Maintenant, ils sont sur le toit. Ils claquent des bottes au-dessus de leur tête, comme des propriétaires. L'équipage entend le métal cliqueter à l'extérieur. Les Allemands essaient d'ouvrir l'écoutille. Les verrous intérieurs tiennent, mais la simple conscience que l'ennemi se trouve à une distance égale à l'épaisseur d'une plaque de blindage rend fou. « La mitrailleuse! Lève la mitrailleuse !» hurle Kovalev. Mais la mitrailleuse de caisse ne regarde que vers l'avant. La mitrailleuse de tourelle est jumelée au canon et ne peut pas non plus tirer à la verticale. Le char, cette machine à tuer de 30 tonnes, ne peut pas se débarrasser de 2 fantassins. Comme un éléphant ne peut pas écraser une mouche sur son dos. Ils entendent quelque chose teinter contre le blindage. Le verre de l'épiscope se fissure. L'Allemand frappe avec sa crosse ou sa pelle de sapeur sur les instruments d'observation, aveuglant le commandant définitivement. « Ils vont mettre une grenade dans l'écoutille. Ils vont la mettre !» piaille Ryabov, repartant dans les aigus. Kovalev dégaine son tété. Il braque le canon vers le plafond de la tourelle, vers l'écoutille. S'ils ouvrent, il tirera à bout portant. « Tourne la tourelle !» commande-t-il. « Brusquement, gauche, droite, éjecte-les !» Le mécanisme de rotation hurle. La tourelle a des soubresauts. L'inertie de la construction de plusieurs tonnes projette l'équipage à l'intérieur d'une paroi à l'autre. Kovalev se cogne l'épaule contre le viseur. Ryabov tombe sur les douilles. Dehors, on entend un cri et le bruit d'un corps tombant sur les pavés. Éjecté. Où il a sauté lui-même. Le 2e Allemand a aussi roulé sur le compartiment moteur. « Gaz! Écrase-le !» Le char démarre en trombe, broyant les débris sous ses chenilles. Kovalev ne sait pas s'ils ont écrasé quelqu'un ou non. Il s'en fiche. L'essentiel est de rompre la distance. S'éloigner des murs qui tirent. Il débouche sur une petite place. Ici, il fait un peu plus clair. La fumée se dissipe. À l'intérieur du char, ça ne sent pas seulement la poudre et le gasoil. Ça sent l'urine. Quelqu'un ne s'est pas retenu. Personne ne rit. À Stalingrad, c'est la norme. Ici, la physiologie reprend ses droits. Kovalev regarde ses hommes. Ryabov est assis par terre, étalant sur son visage des larmes mêlées de boue.
Ses mains tremblent tellement qu'il n'arrive pas à mettre sa cigarette à la bouche. Le pilote est couché sur les leviers, la tête posée sur ses bras. Il est vivant, il n'a juste plus de force. Ils ont survécu, juste là, dans ces 5 minutes. Mais Kovalev connaît l'arithmétique de la guerre. Le chargeur Yabov sera tué demain ou après-demain. Le pilote sera très probablement déchiqueté par une mine quand ils passeront dessus avec le châssis. Là, le blindage est le plus fin, seulement 20 mm. Alexei lui-même vivra un peu plus longtemps, parce que le commandant a un tourello, même misérable, et de l'expérience. Mais en ville, le char n'est pas un prédateur, c'est une proie. Une grosse cible bruyante et chaude qu'on voit et qu'on entend à un pâté de maison. « Vérifiez-le » râle Kovalev. « Si les radiateurs fuient, on est fini. Le moteur va serrer dans 1 kilomètre. » Il s'adosse avec lassitude à la culasse du canon. Dans sa tête, le vide. Seulement un bourdonnement dans les oreilles et l'impression que les murs des maisons autour se referment comme le couvercle d'un cercueil. Stalingrad est un hachoir à viande, et ils sont la chair hachée qui résiste encore un peu, en faisant tourner ses engrenages et en ripostant par le feu. Dehors, la mitrailleuse recommence à travailler. Clac, clac, clac sur le blindage. La guerre ne donne pas de pause déjeuner. Il faut retourner dans ce nuage rouge de poussière où la mort attend à chaque étage. Juillet 1943. L'arc de Koursk. Gare de Prokhorovka. Si l'enfer existe, ce jour-là, il a déménagé sur terre, dans la steppe de Belgorod. Ici, il n'y a ni jour ni nuit. Le soleil est caché derrière un mur de poussière et de suie qui monte à 1 kilomètre de haut. Impossible de respirer. L'air est chauffé à un point où chaque inspiration brûle le larynx. Alexei Kovalev regarde dans l'épiscope. Le monde extérieur est gris. La poussière soulevée par des milliers de chenilles a transformé le jour en crépuscule. La terre tremble d'un tremblement fin et désagréable qui agace les dents. Ce sont les chars qui arrivent. Des centaines des nôtres et des centaines d'Allemands. Avalanche contre avalanche. Mais ce n'est pas un tournoi de chevaliers, c'est un passage à tabac. À l'été 43, le légendaire T-34 a vieilli. Ce qui était un miracle en 41 est devenu une cible. Les Allemands ont sorti les Tigres et les Panthères. Leur blindage frontal est de 100 mm d'excellent acier Krupp. Notre canon de calibre 76 mm, pour eux, c'est comme jeter des poids contre un mur. « Distance 1200 !» crie le tireur. « Je vois les cibles ! Des tigres !» Kovalev les voit. Ils se tiennent sur la colline, comme des falaises grises et anguleuses. Ils ne manœuvrent pas. Ils n'en ont pas besoin. Leurs canons de 88 mm sont des pièces anti-aériennes modifiées. Ils percent le T-34 de part en part à 1,5 km. Alors que Kovalev, pour ne serait-ce qu'égratigner un tigre, doit s'approcher à 400 mètres. De flanc. Le kilomètre de la mort. 1000 mètres entiers d'espace vide qu'il faut traverser sous un feu ajusté. « En avant, plat gaz !» tonne la voix du commandant de bataillon Orlov dans les écouteurs. La machine d'Orlov avance à gauche à une trentaine de mètres. Sur la tourelle, le numéro blanc 201. Orlov est un vieux de la vieille. Il a fait Khalkhin-Gol. Il a appris à Alexei à ne pas avoir peur du feu, à écouter le moteur. Maintenant, son char vole sur la terre labourée, projetant des mottes de terre noire sous les chenilles. La vitesse est la seule armure qui leur reste. Si tu t'arrêtes, tu es mort. Si tu roules lentement, tu es mort. Il faut voler, en priant pour que le pointeur allemand rate son coup. Autour s'épanouissent les boutons noirs des explosions. Les obus sifflent si drus qu'on dirait que l'air est devenu solide. « Perforant !» hurle Kovalev. « Prêt !» Le char saute sur une ornière. Le tir en marche est une loterie.
L'obus part dans le vide, soulevant une gerbe de terre devant la ligne allemande. Ils réduisent la distance. 800 mètres. 700. Kovalev voit l'un des tigres tourner lentement, paresseusement sa tourelle dans leur direction. Le frein de bouche regarde droit dans l'âme. Éclair. Coup sur les oreilles. L'obus passe à 1 mètre de la tourelle de Kovalev. L'onde d'air est si dense qu'elle cogne la tête d'Alexei contre le viseur. « Raté, l'enfoiré !» piaille le pilote. « Feu !» commande Alexei. Il tire. Distance 500 mètres. L'obus frappe le front du tigre. Dzing! Le bruit du ricochet s'entend même à travers le rugissement du moteur. Une gerbe d'étincelles. L'obus part dans le ciel, ne laissant sur le blindage allemand qu'une éraflure grise. Le tigre n'a même pas tressailli. Ce sentiment d'impuissance est plus effrayant que la peur. Tu le frappes, et il rit. Ton canon, le court et faible F-34, ne peut pas percer sa peau. Tu vas chasser l'ours avec un canif. « Orlov, dégage à gauche, dans le ravin !» crie Kovalev dans le laryngophone. Mais Orlov ne tourne pas. Il fonce de face, essayant d'attirer le feu sur lui pour donner aux jeunes équipages une chance de passer par le flanc. C'est un suicide, et il le sait. Le pointeur allemand a le sang-froid. Il ne se presse pas. Il a une excellente optique, une détente douce et un puissant moteur de rotation de tourelle. Il choisit sa cible. Il choisit Orlov. Kovalev voit cela au ralenti. Le tigre crache une flamme. Le long tube recule. L'obus vole une fraction de seconde, mais Alexei a le temps de comprendre. C'est la fin. L'impact se produit exactement sous la couronne de la tourelle de la machine numéro 201, à l'endroit le plus vulnérable, là où la tourelle rejoint la coque. Pas d'explosion. Une déconstruction instantanée de la matière. L'obus de 88 mm arrache la tourelle du char d'Orlov de son chemin de roulement. 10 tonnes de métal sont projetées en l'air comme le couvercle d'une casserole en ébullition. Des entrailles ouvertes de la coque jaillit une colonne de feu haute comme un immeuble de 5 étages. C'est la détonation des munitions, instantanée. Les 70 obus d'un coup. La tourelle tombe à côté de la coque, le canon planté dans la terre, comme une croix tombale. « Commandant !» hurle Kovalev. Sur les ondes, seulement un grésillement. Personne n'a pu survivre. Il ne reste pas de corps là-bas. Il ne reste que de la cendre et des boutons fondus. Orlov, qui lui a appris à boire de l'alcool pur sans grimacer, qui lui montrait les photos de sa fille, a disparu. Annihilé. Les larmes voilent les yeux, mais pas le temps de les essuyer. « Charogne !» grogne Alexei. « Charogne !» La rage inonde sa conscience de rouge. La peur a disparu. Il ne reste que le désir de planter ses dents dans cet acier gris allemand. « L'éperonnage ! Ignatiev, éperonne-le !» hurle-t-il. « On n'y arrivera pas !» crie le pilote. « Le canon ! Tape dans les chenilles, c'est la seule chance. Casser la chenille du tigre, l'immobiliser, le transformer en bunker. Et ensuite, passer sur le flanc et le fusiller à bout portant, à 10 mètres, dans les réservoirs d'essence. » Le char de Kovalev fonce à travers la fumée de la machine du commandant en feu. Il traverse une fumée grasse et noire. La suie se dépose sur le visage. L'odeur de chair et de métal brûlé frappe le nez, provoquant un réflexe vomitif, mais Alexei ravale sa bile. Le tigre recharge déjà. Son canon cherche une nouvelle victime. Il tourne lentement vers le char de Kovalev. « Dans le galet, feu !» Tire. L'obus touche la roue motrice de l'Allemand. Explosion. Les patins de la chenille qui volent en éclats s'ouvrent en éventail, fouettant le blindage du tigre lui-même.
Le char allemand a une secousse. Il pivote de côté par inertie. Touché! On l'a déchaussé! Maintenant, il présente son flanc. Plaque de blindage verticale. 80 mm. Ça se perce. Ça doit se percer. Mais Kovalev a une cassette vide. Charge! Plus vite! Le chargeur laisse tomber l'obus. Les mains dans l'huile. L'obus roule sur le sol. Les secondes s'étirent comme du caoutchouc. Le tigre tourne sa tourelle. Il est blessé, mais pas mort. Son canon les regarde presque déjà. Prêt? Tire! L'obus frappe le flanc de l'Allemand, juste au-dessus des galets. Un trou noir. Une petite fumée s'échappe du tigre. Puis, la flamme. Ils ont percé. Le moteur à essence Maybach s'enflamme instantanément. L'équipage allemand commence à tomber des écoutilles comme des petits pois. Kovalev appuie sur la gâchette de la mitrailleuse jumelée. Une longue rafale fauche les silhouettes en combinaison noire. Aucune pitié. Aucune chevalerie. Pour Orlov. Pour l'année 41. Pour les boîtes brûlées derrière. Ils passent en trombe à côté du tigre en feu, dans des nuages de poussière. Le combat continue. Le champ brûle. Des centaines de torches jusqu'à l'horizon. Alexei se renverse sur le dossier du siège. Il est secoué d'un grand tremblement. Il regarde ses mains. Elles sont noires. Les poings serrés, au point que les jointures ont blanchi. Ils ont gagné ce duel précis. Mais le prix gît 100 mètres derrière, sous la forme d'une tourelle arrachée, portant le numéro 201. Le retard technique se paie avec le sang des meilleurs. Pour brûler un tigre, il faut perdre 3, 5, 10, 34. Il faut sacrifier les maîtres pour que les élèves aient le temps d'approcher à distance de coups de poignard. Aujourd'hui, Alexei Kovalev a vieilli d'une vie entière. Il a compris. L'héroïsme, ce n'est pas quand tu n'as pas peur. L'héroïsme, c'est quand tu comprends que ton canon est faible, ton blindage est fin, mais que tu appuies quand même sur l'accélérateur, parce que derrière toi, il n'y a plus nulle part où reculer. Et devant, il y a encore des milliers de kilomètres. Et de nouvelles bêtes, encore plus effrayantes que celle-ci. Et il faut faire quelque chose. Sinon, il ne restera des troupes blindées que des avis de décès. Il faut un nouveau char. Il faut un nouveau calibre. Ou nous finirons tous couchés ici, ossements dans cette terre noire. 1944, printemps. L'Ukraine passant en Biélorussie. La terre ici est grasse, noire, gorgée de neige fondue et de cendres. Les Allemands partent, mais ils ne font pas que battre en retraite. Ils laissent derrière eux un désert. La tactique de la terre brûlée. L'horizon est couvert de fumée. Les villages brûlent. Les hameaux brûlent. Les champs brûlent. Le long des routes se dressent des cheminées de poêles noirs, seule chose qui reste des chaumières. Sur les poteaux pendent des gens avec des pancartes sur la poitrine. Ce paysage fait naître dans l'âme non plus de la peur, mais une haine froide et calculatrice. Les émotions se sont consumées. Il ne reste que le travail. Et pour ce travail, Alexei Kovalev a enfin l'outil approprié. T-34-85. Extérieurement, il ressemble à l'ancienne machine, mais l'essence a changé. La tourelle est devenue grande, spacieuse, triplace. Maintenant, l'équipage compte 5 hommes. 5. Cela signifie que Kovalev ne travaille plus pour 3. Il ne tourne pas les volants de pointage en s'écorchant les mains jusqu'au sang. Il ne charge pas le canon en se brisant le dos. Il est le commandant. Son affaire, c'est de penser, d'observer et d'ordonner. Au-dessus de sa tête, un tourello de commandant. C'est ce dont il rêvait depuis 41. Pas des épiscopes troubles, mais une vue complète à 360 degrés. Les blocs de verre sont propres, transparents.
Kovalev voit le champ de bataille non pas comme une étroite bande de morts, mais comme un panorama. Il voit la menace avant qu'elle ne tire. Et surtout, le calibre. 85 mm. Le long canon d'une pièce anti-aérienne, inséré de force dans une tourelle de char. Ce n'est plus une pétoire, c'est un argument. Repère 4, la grange. Je vois de la fumée d'échappement. La voix du tireur dans le casque est claire. Maintenant, ils ont une nouvelle radio qui fonctionne au lieu de grésiller. Kovalev se colle aux instruments. À 1 km d'eux, parmi les ruines fumantes d'une étable, il est là. Un tigre. La bête même qui, sous Koursk, était une divinité de la mort invulnérable. Il est en embuscade, couvrant le retrait de la colonne. Son flanc gris avec la croix est à peine visible à travers la fumée. Il y a un an, en voyant un tigre à une telle distance, Kovalev aurait dû crier « Fumigène, replie !» ou se lancer dans une attaque suicidaire pour tenter de réduire la distance jusqu'à la portée d'un tir de pistolet. Il y a un an, ce kilomètre aurait été une condamnation. Mais maintenant, nous sommes en 1944. « Perforant !» commande Alexei. Calmement, sans hystérie. « Prêt !» répond le chargeur. Maintenant, c'est un homme à part entière qui ne s'occupe que de nourrir la culasse en obus. La cadence de tir a augmenté. Distance 1000, sous la limite. Feu! Le char a un soubresaut. Le recul du calibre 85 est puissant, solide. La machine s'accroupit sur sa suspension comme un boxeur lors d'un coup. Le son du tir est sec, claquant, roule sur le champ. 1 seconde de vol pour l'obus. Le temps pour le cœur de battre 2 fois. Éclair sur le blindage du tigre. Auparavant, cela aurait été un ricochet. Une gerbe d'étincelles et le rire de l'équipage allemand. Mais le nouvel obus mord dans l'acier allemand. L'énergie cinétique suffit pour défoncer le flanc même à 1 km. Le tigre tressaille. De ses écoutilles ne tombent pas des tankistes. De ses écoutilles jaillit la flamme. Munitions. L'explosion d'une machine lourde est effrayante et belle. La tourelle de 11 tonnes est déplacée sur le côté. Le feu dévore le chat invincible en quelques instants. « Il brûle! Il brûle, l'enfoiré !» hurle le tireur. Dans l'équipage, c'est la liesse. Ils jurent de joie, se tapent sur l'épaule. Ils viennent de tuer un monstre sans entrer dans la zone de sa morsure mortelle. Ce sentiment de supériorité enivre plus que le schnapps. Mais Alexei Kovalev se tait. Il regarde le tigre en feu et ne ressent pas de joie. Il ressent de l'amertume. Une rancune amère comme l'absinthe. Pourquoi ce canon n'était-il pas là en 41? Pourquoi n'ont-ils mis le tourello que maintenant? Il se souvient d'Orlov, brûlé sous Prokhorovka. Il se souvient de Petrov au visage déchiqueté sous Moscou. Il se souvient du radio sans nom qui hurlait dans le feu en 42. Ils sont morts parce que leur char était aveugle et sans dents. Ils ont payé de leur vie le temps qu'il a fallu aux ingénieurs et aux usines pour fabriquer cette machine. « En avant !» dit sèchement Kovalev. « On ne dort pas. Il y en a encore beaucoup. » La colonne continue d'avancer. Les chenilles pétrissent la boue mêlée au casque allemand. Maintenant, ce sont eux les chasseurs. Les rôles ont changé. Les Panzer IV allemands sont désormais pour eux un en-cas léger. Les tigres et les panthères sont des adversaires dignes, mais ne sont plus maîtres de la situation. Le char soviétique peut maintenant riposter, peut tuer d'égal à égal. Mais cette force a aussi un revers, l'excès de confiance. Le jeune pilote, ivre de la puissance du nouveau canon, s'élance trop brusquement en avant. « Ne vole pas !» le reprend Kovalev. « Stop !» Devant, un pont. Un pont en bois, fragile, sur une petite rivière sans nom. Les Allemands minent tout en battant en retraite. Chaque souche,
chaque seuil, chaque pont. Le pilote freine au dernier moment. Le char pique du nez juste devant le tablier. Dessous le pont, de l'obscurité des piliers, s'envole un Panzerfaust. Non, une illusion. C'est juste une ombre. Ou une balle perdue a éraflé le blindage. La psychologie de l'équipage a changé. Avant, ils avaient peur des chars. Maintenant qu'ils ont le bras long du calibre 85, les chars ennemis ne sont plus si effrayants. La peur s'est déplacée. Maintenant, ils ont peur de l'infanterie. De petits hommes en manteau gris qui se cachent dans les fossés avec des lance-grenades. Le T-34-85 est une excellente machine pour les duels en rase campagne. Mais de près, à bout portant, le blindage est toujours le même, 45 mm. N'importe quelle grenade anti-char, n'importe quel moyen portatif transforme ce chef-d'œuvre d'ingénierie en le même cercueil d'acier qu'il y a 3 ans. « Infanterie de couverture, en avant !» commande Kovalev dans la radio. « Ratissez les buissons !» Le débarquement saute du blindage. Des fantassins crasseux et méchants, avec des mitraillettes, courent vers le pont. Des rafales retentissent. Des cris. Explosion d'une grenade. La voie est libre. Kovalev essuie la sueur de son front. À l'intérieur de la nouvelle tourelle, c'est plus spacieux. La ventilation fonctionne mieux. 2 ventilateurs extraient les gaz instantanément. On respire plus facilement. Mais l'odeur de la guerre n'a pas disparu. C'est l'odeur de fer brûlé qui poursuit Alexeï, même dans son sommeil. Il roule vers l'ouest. Maintenant, il dicte les conditions. Mais chaque tigre brûlé, chaque kilomètre de terre libéré, rappelle la facture qui a été payée plus tôt. Par des millions de tonnes de métal brûlé et des millions d'âmes brûlées. « Alexeï, regarde !» La voix du tireur tremble. Le long de la route, sur le bas-côté, gît une montagne de chaussures. Sandales d'enfants, souliers de femmes, bottines usées de vieillards. Un tas énorme, saupoudré de neige et de cendres. Pas de propriétaires. Ils ont été déportés ou fusillés. Kovalev serre les poings. Voilà pourquoi ils ont besoin de ce canon. Pas pour les médailles, pas pour les statistiques, mais pour rattraper ceux qui ont laissé ce tas de chaussures et les enfoncer dans la terre avec les chenilles. Avec leurs tigres, leurs Ferdinand et toutes leurs maudites techniques. Pleine vitesse, ordonne-t-il. Le moteur V2-34 rugit à haut régime. 500 chevaux poussent 32 tonnes de vengeance vers la frontière du Reich. Et maintenant, cette vengeance est armée, voyante et très, très en colère. Janvier 1945, Prusse orientale. Nous avons franchi une ligne invisible. Plus de toits de chaume pourris, de clôtures affaissées et de boue russe infinie. Sous les chenilles, des pavés soignés, ajustés pierre à pierre. Autour, de solides maisons en briques aux toits de tuiles, des jardins entretenus, des poteaux électriques. C'est un monde étranger. Un monde qui est venu nous tuer pour prendre nos terres noires, alors qu'il vivait lui-même dans la satiété et l'abondance. Cette pensée rend fou plus fort que l'alcool. À l'intérieur du char flotte un esprit lourd et poisseux de haine. L'équipage regarde dans les épiscopes ces fermes riches, ces enseignes en écriture gothique, ces rideaux blancs aux fenêtres, et dans chaque tête martèle une seule pensée. Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous venu chez nous, si vous aviez tout ça ? Alexeï Kovalev sent le blindage vibrer. Mais maintenant, ce n'est pas le tremblement de la peur. C'est le tremblement du prédateur qui a fait irruption dans la tanière de la bête. Le char T-34-85 avance sur la route allemande en mètres. Les chenilles broient avec un craquement les vélos abandonnés, les valises, les meubles. Le bruit des biens d'autrui qui se brisent apporte une sombre satisfaction.
Regarde, commandant! Un domaine! Crie le chargeur. Les riches, les salauds! Kovalev tourne le périscope. Un manoir à 2 étages. Hautes fenêtres, portes en chêne. D'une fenêtre du 2e étage, une mitrailleuse tire. Les traçantes claquent sur la tourelle, faisant sauter la peinture. « Explosif! Dans la fenêtre !» commande Alexei. « Tire !» L'obus de 85 mm vole dans le salon. L'explosion à l'intérieur d'une maison en pierre est plus terrible que dans une en bois. Les murs n'amortissent pas le choc. Ils deviennent de la mitraille. Le manoir s'effondre sur lui-même, ensevelissant le mitrailleur sous des tonnes de briques et de plâtre. La poussière s'élève tellement qu'on dirait que le crépuscule est tombé. « Prends ça, en poussière !» gromme le tireur. Nous marchons sur Königsberg, ville forteresse, ville habillée de béton et d'acier. Les Allemands ici ne se battent pas comme en 41. À l'époque, ils se battaient pour la victoire. Maintenant, ils se battent avec le désespoir du rat acculé. Le Volkssturm, des vieillards avec des fusils de la Première Guerre mondiale et des adolescents avec des Panzerfaust. Ils sont assis dans chaque cave, à chaque coin de rue. Le combat de rue en Prusse est un hachoir pour les nerfs. Les distances sont de nouveau réduites au minimum. Un char dans une ruelle européenne étroite est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le canon accroche les murs des maisons quand la tourelle tourne. Le plâtre tombe sur la transmission. « À droite, obstacle !» hurle le pilote. La route est barrée par une barricade. Un wagon de tramway rempli de sacs de sable, des camions renversés, de vieux meubles. Derrière, des éclairs de tir. « Epron !» commande Kovalev. « Dégage-moi ça, bon sang !» Le moteur hurle. 500 chevaux s'arrachent du sol. 32 tonnes d'acier percutent la barricade. Le grincement du métal contre le métal couvre le fracas du combat. Le char est projeté en l'air. Il froisse le wagon de tramway comme une boîte de conserve. Les poutres craquent, les sacs de sable éclatent. Les chenilles, cliquetant, mordent dans le tas d'ordures, passent par-dessus. Derrière la barricade, une bouillie. Caisse écrasée, casque aplati. Le char retombe sur l'asphalte de l'autre côté, soulevant une gerbe d'étincelles. Et là, il les voit. Juste devant le char, à une vingtaine de mètres, une foule. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des réfugiés. Des femmes en manteau, des vieillards avec des charrettes, des enfants enveloppés dans des châles. Ils se sont figés en voyant le monstre d'acier à l'étoile rouge surgir de la fumée. Leurs yeux sont écarquillés d'horreur. Ils ne courent pas, ils sont paralysés. Parmi eux, quelques soldats de la Wehrmacht, blessés, sans armes, traînant dans cette masse grise. « Les Boches !» siffle le pilote. Sa voix est terrible, rauque, étrangère. Il ne freine pas, au contraire. Le moteur change de ton, passant au hurlement. Le pilote appuie sur l'accélérateur. « Je vais pour maman, pour Kharkov, les réduire en crêpes. » Le char prend de la vitesse. La distance diminue. 15 mètres. 10. Les gens commencent à crier, mais le cri se noie dans le rugissement du diesel. Quelqu'un essaie de courir. Quelqu'un couvre des enfants de son corps. Kovalev voit le dos du pilote. Il voit comme ses épaules se sont tendues. Il sait ce qui va se passer. Dans 3 secondes, sous les chenilles, il y aura une tache rouge et humide. Le craquement des os se mêlera au craquement des pavés. Ce ne sera pas un combat. Ce sera une exécution. Dans la tête d'Alexei, 1000 images s'allument. Orlov en feu, Petrov mort, les tas de chaussures sur les bas-côtés. La haine bout dans le sang, exigeant une revanche. Écrase, chuchote la part sombre de son âme. Ils l'ont mérité. Ils n'ont épargné personne. Mais ensuite,
Il voit le visage d'une femme dans la foule. Un visage ordinaire, gris de peur. Elle serre contre elle un paquet. Et quelque chose clique à l'intérieur. Pas de la pitié, non, pas de pitié. Le fusible qui sépare le soldat du bourreau saute. Si nous passons sur eux, nous deviendrons eux. Nous nous transformerons en ces mêmes bêtes qui brûlaient nos villages. Nous cesserons d'être des libérateurs pour devenir des assassins. Et un assassin ne peut pas gagner. Il ne peut que tuer. « Stop !» hurle Kovalev. Le pilote n'entend pas. Il est dans le brouillard rouge de l'affect. Le char vole en avant. 5 mètres. Kovalev bondit de sa place. Il frappe du pied dans l'épaule droite du pilote, fort, cruellement. Le talon de sa botte s'enfonce dans la clavicule. « Freine, putain! Halte !» La douleur dégrise. Le réflexe agit plus vite que la pensée. Le pilote tire les leviers vers lui et frappe la pédale de l'embrayage principal. Les chenilles se bloquent. Le char part en dérapage. Les étincelles volent en gerbes. La machine de plusieurs tonnes glisse sur les pavés comme sur la glace, avec un grincement sauvage et strident. Elle s'arrête. Le blindage frontal surplombe les gens. Le vieillard le plus proche est à 1 demi-mètre. Il est debout, se couvrant la tête avec les bras, attendant le choc qui n'a pas suivi. Des radiateurs du char émanent une chaleur intense. Le diesel tourne au ralenti, marmonnant bas et de façon menaçante. À l'intérieur de la tourelle, le silence. On n'entend que la respiration lourde de 5 hommes. Le pilote tourne lentement la tête. Ses yeux sont injectés de sang, son visage déformé. « Qu'est-ce que tu fais, commandant ?» chuchote-t-il. « C'est des frites. C'est eux qui... » « Nous ne sommes pas eux, » tranche Kovalev. Sa voix sonne sourde, comme venant d'un tonneau. « Contourne, à droite. »« Mais là-bas... »« Exécution de l'ordre !» aboie Alexei, saisissant son étui. « Contourne, j'ai dit. On fait la guerre à une armée, pas à des bonnes femmes. » Le pilote sanglote. Il frappe du poing sur le tableau de bord, brisant le verre du compteur de vitesse en miettes. Le sang goutte de ses jointures. Il hait le commandant à 7 secondes. Il veut tuer. Mais la discipline, martelée par des années de guerre, est plus forte que la haine. Le char a un soubresaut, pivote sur place, griffant les pavés, et lentement, prudemment, contourne la foule en se serrant contre le mur d'une maison en feu. Les gens en bas les suivent du regard. Dans ces regards, pas de gratitude. Il n'y a qu'une terreur animale devant la force qui aurait pu les écraser, mais qui, pour une raison ou une autre, a changé d'avis. Kovalev retombe sur son siège. Il tremble. Ses mains tremblent tellement qu'il n'arrive pas à trouver sa gourde. Il vient d'accomplir l'acte le plus difficile de toute la guerre. Tuer l'ennemi est facile. Ne pas tuer l'ennemi quand tu en as le plein droit et la possibilité, c'est une torture. « En avant !» râle-t-il. Encore 3 pâtés de maison jusqu'au centre. Le char part dans la fumée, laissant derrière lui un petit tas d'ennemis vivants. L'équipage se tait. Entre eux et le commandant, un mur d'incompréhension s'est élevé. Mais Kovalev sait, un jour, s'ils survivent, ils comprendront. La victoire, ce n'est pas une montagne de cadavres. La victoire, c'est quand tu restes un homme après avoir traversé l'enfer. Mais pour l'instant, l'enfer continue. Du toit de la maison voisine vole une bouteille incendiaire. Le verre se brise sur le compartiment moteur. La flamme jaillit sur les grilles. « On brûle !» hurle le radio. Le choix moral est fait. Maintenant, il va falloir le payer. De nouveau le combat, de nouveau le feu, de nouveau le travail, où la miséricorde est un luxe qu'on paie parfois de sa vie.
29 avril 1945. Berlin. Le cœur du Reich bat à l'agonie et ses convulsions sont plus effrayantes que la résistance organisée. Nous sommes entrés dans une ville qui a décidé de mourir, mais de nous emporter avec elle. Les rues de Berlin sont des gorges de pierre, encombrées de gravats, de wagons de tramway et de cadavres. Ici, pas de front ni d'arrière. La mort souffle de chaque cave, de chaque lucarne, de chaque grille d'égout. Le char d'Alexeï Kovalev ressemble à une roulotte de gitan. Sur les flancs, sur la tourelle, partout sont soudés des sommiers métalliques rouillés, récupérés sur des lits. Ce n'est pas une protection réglementaire. C'est un cri de désespoir. Nous les avons ramassés dans les appartements abandonnés, attachés avec du fil de fer, soudés artisanalement. Les équipages croient que cet acier à ressort protégera du jet de charge creuse, fera exploser la grenade plus tôt, avant qu'elle n'atteigne le blindage principal. Les ingénieurs disent que c'est du délire, que le Panzerfaust brûle tout. Mais quand tu roules dans un couloir de la mort, tu croirais au diable et au sommier de lit, pourvu que tu survives. L'air dans la ville est gris, lourd, sans le plâtre et les égouts. Et le silence. Un silence étrange, tintant, entre les fusillades. Kovalev est assis dans le tourello du commandant, sorti jusqu'aux épaules. Impossible de fermer l'écoutille. En ville, la vue est plus importante que le blindage. Si tu ne vois pas le porteur de Panzerfaust le premier, tu es un homme mort. Flanc gauche, 2e étage, mouvement, chuchote-t-il dans le laryngophone. La tourelle tourne. Le canon de 85 mm regarde dans le trou sombre d'une fenêtre au rideau blanc. Là-bas, c'est vide. Peut-être une illusion. Ou peut-être qu'il a déjà couru ailleurs. L'ennemi a changé ici. Ce ne sont pas les professionnels qui nous brûlaient à Kursk. C'est le Volkssturm. Des vieillards aux mains tremblantes et des enfants. Les jeunesses hitlériennes. Et c'est le plus effrayant. Les enfants ne connaissent pas la peur. On leur a lavé le cerveau, mis dans les mains un tube jetable avec de l'explosif et dit qu'ils étaient les sauveurs de la nation. Ils sont petits, vifs. Ils se cachent dans les ruines comme des rats. Pour eux, détruire un char est un jeu. « Attention, commandant, carrefour !» La voix du pilote est tendue à l'extrême. Le char rampe lentement sur le carrefour. À droite, une barricade. À gauche, un camion en feu. Soudain, un son. Ce n'est pas un coup de canon. C'est un sifflement fort, chuintant, ressemblant au bruit d'un pneu géant qui se dégonfle. « Faust !» hurle Kovalev. Il a le temps de remarquer l'éclair dans la fenêtre du sous-sol de la maison d'angle. 15 mètres, pas plus. Impact. La grenade à charge creuse Panzerfaust ne perce pas le blindage par cinétique. Elle se colle au flanc et le brûle avec un jet de métal fondu et de gaz accéléré à une vitesse hypersonique. La température du jet est de milliers de degrés. Le sommier de lit n'a pas aidé. La grenade est passée à travers les ressorts, a frappé le flanc de la tourelle, juste en face de la place du chargeur. Le son à l'intérieur est comme le claquement d'un ballon qui éclate, amplifié 100 fois. La pression saute instantanément. Ah! Kovalev est saisi par la chaleur. Dans le compartiment de combat, une lumière s'allume, brillante comme le soleil. C'est le jet de charge creuse qui a fait irruption à l'intérieur. Il a traversé l'acier comme une aiguille incandescente traverse du beurre. Le chargeur. Un jeune gars, envoyé il y a une semaine. Kovalev n'a même pas vraiment retenu son nom dans la cohue. Je crois que c'était Vassia ou Vitia. Le jet l'a frappé de plein fouet. Impossible de décrire cela. C'est la physique de la destruction de la matière biologique. Là où le jet est passé, il n'y a plus de corps. Il n'y a que des éclaboussures et de la vapeur.
Le chargeur n'a même pas eu le temps de comprendre qu'il mourait. Il a simplement cessé d'exister en une fraction de seconde. Mais le jet a continué. Il a frappé le râtelier d'obus sur l'autre paroi de la tourelle. Les douilles sont en laiton. Elles tiennent le choc, mais la poudre à l'intérieur est sensible à la température. « On brûle! Quittez la machine !» Kovalev n'entend pas sa voix. Ses oreilles sont bouchées par la pression. Il tombe de l'écoutille sur le blindage, toussant à cause de la fumée âcre et toxique. Le tireur grimpe à sa suite. Son visage est noir, ses yeux blancs, fous. Le pilote et le radio sortent par les écoutilles avant, tombant sur les pavés. Le char ne brûle pas encore à flamme ouverte, mais à l'intérieur, la réaction a déjà commencé. La poudre dans les douilles commence à se consumer, des secondes avant la détonation. Kovalev tombe sur l'asphalte, derrière la chenille. Il dégaine sa mitraillette PPSH. « D'où? Où est-il » Il le voit. Dans l'ouverture de la fenêtre du sous-sol, d'où la mort a volé, une silhouette apparaît. Ce n'est pas un soldat. C'est un gamin. Il a environ 12 ans. Il porte un uniforme qui pend comme un sac. Le casque lui tombe sur les yeux. Dans les mains, il a un autre tube de Faust. Il le lève avec application, comme l'instructeur le lui a appris, visant le pilote qui rampe. Il n'a pas d'émotion sur le visage. Il fait juste son travail. Il a tué le char. Maintenant, il veut tuer l'équipage. « Non !» râle Kovalev. Dans sa tête passe une pensée. C'est un enfant. Mais le corps agit plus vite. Le réflexe, affûté par 4 ans de guerre. L'ennemi n'a pas d'âge. L'ennemi, c'est celui qui tient une arme. Alexei appuie sur la détente. Une rafale de PPSH crible la fenêtre du sous-sol. Les balles font sauter la poussière de briques, déchirent le plâtre et cet uniforme trop grand. Le gamin a un soubresaut, laisse tomber le tube et disparaît dans l'obscurité du sous-sol. Silence. Juste le grondement du feu à l'intérieur du char. « Saloperie !» chuchote le tireur, couché à côté. « Saloperie !» La guerre est presque finie, et eux... Une explosion retentit. Les munitions ont détonné. La tourelle est arrachée de son chemin de roulement. L'énorme pièce de plusieurs tonnes saute d'1 mètre et retombe avec fracas, de travers, sur le côté. Des écoutilles jaillissent des colonnes de flammes. Kovalev regarde son char. C'était une bonne machine. Elle les a amenés de la Vistule à l'Oder, de l'Oder à l'Acheprey. Maintenant, c'est un tas de ferraille. Et une tombe. À l'intérieur, finit de brûler ce qu'il reste du chargeur. Il n'a pas vécu jusqu'à la victoire, à 2 jours près. 48 heures. Il a parcouru des milliers de kilomètres, survécu au hachoir des hauteurs de Zélo, pour mourir de la main d'un élève de 5e dans une ruelle de Berlin. Alexei regarde la fenêtre sombre du sous-sol. Il vient de tuer un enfant. Il sait que c'était juste, tactiquement juste, juridiquement juste. S'il n'avait pas tiré, ce gamin les aurait tous tués avec la grenade suivante. Mais l'âme n'accepte pas la logique de la guerre. L'âme voit un petit corps dans un grand uniforme. « Pourquoi ?» demande Kovalev au vide. « Pourquoi vous les envoyez? Pourquoi vous ne vous rendez pas ?» Pas de réponse. Juste le crépitement du char en feu et l'odeur. Cette même odeur. Caoutchouc brûlé, gasoil et l'esprit douceâtre de la mort. Ils sont assis contre le mur de la maison, sales, sourds, privés de leur coquille d'acier. Maintenant, ils sont juste de l'infanterie. Des hommes sans défense, en veste ouatée au milieu d'une ville hostile. Nos fantassins passent en courant. « Les tankistes! Vivants !» crie un sergent. « Allez, suivez-nous! La chancellerie du Reich est au coin. Faut achever les ordures. » Kovalev se lève. Ses jambes sont en coton. Il prend sa mitraillette plus confortablement. Achevé.
Ouais, il faut achever. Pour que plus jamais, dans aucune génération, des enfants de 12 ans ne prennent en main des lance-grenades. Pour que ce délire prenne fin. Mais à l'intérieur de lui, quelque chose est mort avec ce gamin. Une partie de lui-même est restée là-bas, sur les pavés berlinois, à côté du tube percé du Panzerfaust. « On y va, dit-il aux siens. On ira à pied, c'est pas loin. » Ils avancent, laissant derrière eux la carcasse brûlante du T-34-85. La victoire est déjà proche. On peut la toucher de la main, mais ses mains sont en sang, et il ne sera jamais possible de les laver. Dans le ciel au-dessus de Berlin, la fumée flotte. Le soleil est rouge, comme un œil enflammé. Il regarde cette ville et semble vouloir fermer la paupière pour ne pas voir ce que les hommes ont fait de leur monde. Alexeï Kovalev marche vers le Reichstag. Il a survécu. Mais le prix qu'il a payé pour ce chemin sera désormais avec lui pour l'éternité. Dans chaque regard d'enfant, dans chaque bruit d'air sifflant, il verra ce sous-sol et ce tube. La guerre ne finit pas par un feu d'artifice. La guerre finit par un dernier tir à bout portant. Et ce tir est toujours le plus bruyant. 9 mai 1945. Silence. Il tombe soudainement, comme une commotion. 4 ans durant, l'air a vibré des explosions, du rugissement des moteurs et des cris. Les oreilles se sont habituées à la pression constante de l'onde sonore. Et soudain, stop. Le mécanisme de la guerre, qui a broyé des millions de vies, s'est arrêté. Pour le monde entier, c'est la fête. Dans les rues de Moscou, Londres, Paris, les gens pleurent de bonheur, s'embrassent, jettent leurs chapeaux en l'air. Mais pour Alexeï Kovalev et des milliers d'autres comme lui, survivants des boîtes en acier, ce n'est pas une fête. Ce sont des funérailles. Kovalev est assis sur le blindage de son char brûlé. Autour, c'est l'agitation, quelqu'un joue de l'accordéon, quelqu'un tire en l'air avec des valters pris à l'ennemi. Mais lui regarde ses mains. Elles sont noires de suie, incrustées dans les pores pour toujours. Elles tremblent. Maintenant que la tension est retombée, qu'il ne faut plus attendre la mort à chaque seconde, le système nerveux lâche. L'organisme comprend que le danger est passé et commence à s'effondrer. Dans ce silence, il entend des voix. La voix de Petrov, dont le visage a été emporté par un éclat de blindage sous Moscou. Le cri du radio, brûlé vif dans la steppe de Kharkov. La basse calme du commandant Orlov, évaporé dans une boule de feu sous Prokhorovka. Le sanglot du pilote qui a écrasé des gens en Prusse. Ils sont tous là. Ils se tiennent autour, fantômes silencieux de la grande boucherie. De tout l'appel de 1941, de ces gars qui sont montés dans les trains avec Alexeï, 3 sur 100 rentreront chez eux. 97% sont restés là-bas. Dans les champs, dans les marais, dans les carcasses brûlées des machines. La statistique des troupes blindées est un verdict sec. La vie moyenne d'un char sur la ligne de front en 41, 3 attaques. En 43, 2. En combat urbain, 20 minutes. Alexeï Kovalev a trompé la mort. Il a gagné à une loterie où la chance de gagner était inférieure à 0,1%. Mais il ne se sent pas vainqueur. Il se sent débiteur. Après la guerre, il rentrera chez lui. Dans la vie civile, où il n'y a pas de levier, pas d'épiscope, pas d'odeur de poudre, il ira travailler à l'usine ou au kolkhoz, s'assiera au levier d'un tracteur pacifique. Mais la guerre ne partira pas. Elle s'installera dans sa tête. La nuit, il se réveillera de son propre cri. Sa femme le réveillera habitué, essuiera la sueur froide de son front. Il fera le même rêve. Il est à l'intérieur du char, l'écoutille est coincée, et d'en bas, du châssis,
le feu monte. Il tire la poignée, s'arrache les ongles, mais la sortie est fermée. Et il brûle. Encore et encore, chaque nuit, 40 ans durant. L'odeur, c'est le plus terrible. Un vétéran peut oublier les visages des amis, oublier les noms des villages, mais l'odeur d'un tankiste qui brûle ne s'oublie jamais. Douceâtre, grasse, nauséabonde. Elle poursuivra Alexeï partout, au barbecue, près du poêle domestique, même simplement en craquant une allumette. Cette odeur est le marqueur d'un traumatisme qui ne se soigne pas. Les médecins appelleront cela névrose, puis stress post-traumatique. Mais aucun nom ne suffira pour décrire le vide à l'intérieur d'un homme qui a vu son ami se transformer en charbon en 3 secondes. La technique de la victoire, ce ne sont pas de beaux défilés, ce sont des montagnes de métal tordues. Des milliers de T-34, que nous appelons l'arme de la victoire, sont devenus des tombes communes. Ils avaient des défauts, des tourelles étroites, des instruments aveugles, des réservoirs dans le compartiment de combat. Ces défauts ont été payés par le sang des équipages. Nous avons enseveli l'ennemi sous le métal. Nous avons échangé 10 de nos chars contre un des leurs pour parcourir ce chemin. Alexeï Kovalev n'est pas un héros d'affiche. C'est un homme brisé. Il a les tempes grises à 24 ans. Il lui manque la moitié des dents, brisé contre la culasse lors des chocs. Il a une toux chronique due au gaz de poudre. Il regarde le feu d'artifice, des lumières multicolores dans le ciel de Berlin. Pour les autres, c'est la beauté. Pour lui, ce sont les éclairs des explosions. Il tressaille à chaque salve. Le réflexe à terre agit plus vite que la raison. Mais il se lève. Il se redresse de toute sa hauteur, s'appuyant sur l'aile noircie d'une machine étrangère. Nous l'avons fait. Nous avons traversé l'enfer. Nous avons brûlé. Nous nous sommes noyés. Nous avons gelé. Nous avons tué. Et nous sommes morts. Nous n'étions pas des hommes d'acier. Nous étions mous, vulnérables, mortels. Nous avions mal. Nous avions peur à en hurler. Mais nous n'avons pas reculé. Nous avons payé ce prix, non pour des médailles, et non pour la gloire. La gloire ne réchauffe pas dans la tombe. Nous l'avons payé pour que dans les sous-sols, il n'y ait plus d'enfants avec des lance-grenades. Pour que les femmes ne couvrent pas les nourrissons de leur corps face aux chenilles. Pour que le silence ne soit pas une pause entre les combats, mais un état de paix. Alexeï Kovalev sort de sa poche une cigarette froissée. Il l'allume. La fumée se mêle à la suie des incendies. Il a survécu. Il vivra longtemps, douloureusement, portant en lui cette guerre jusqu'au dernier soupir. Il construira une maison, élèvera des enfants. Il ne leur racontera jamais toute la vérité. Il se taira quand à la télévision, on montrera de beaux films sur de braves tankistes qui battent l'ennemi facilement et joyeusement. Il connaîtra le prix de ce mensonge. Mais aujourd'hui, en regardant le Reichstag en feu, il sait l'essentiel. Le compte est clos. Le crédit pris à la mort en 1941 est remboursé intégralement. Les intérêts sont payés avec le sang. Vivez. Respirez à plein poumon. Réjouissez-vous du soleil, de l'herbe, de la pluie. Mais jamais, entendez-vous, jamais ne pensez que cela a été gratuit. Chaque jour tranquille, chaque bouffée d'air pur est payé par la jeunesse consumée d'Alexeï Kovalev et de millions de gars comme lui, dont les noms se sont effacés du blindage, mais sont restés dans l'éternité. Nous vous avons acheté la vie au prix de notre propre mort. Profitez-en. Mais n'oubliez pas la facture.